Bonjour. Ah ben si, ça marche. Bonjour à tous. Ça y est, les intervenants ont fini de faire les selfies. On va pouvoir commencer. Bonjour à tous. Mon nom est Elisabeth Laville. Je suis fondatrice d'un cabinet que j'ai créé il y a 25 ans qui s'appelle Utopie et qui est spécialisé sur le sujet des stratégies de développement durable des entreprises, plutôt un peu des territoires aussi. Et je suis ravie d'animer cette session sur un thème qui me tient à cœur, qui est la façon dont on va passer, dont on est en train de passer, dont on est déjà passé dans les démarches de développement durable, d'une approche qui vise à minimiser les impacts négatifs des entreprises à une approche qui ambitionne plutôt de maximiser les contributions positives des entreprises pour avoir, comme le titre de cette session l'indique, un impact positif sur les entreprises au service du bien commun. J'ai avec moi 4 intervenants absolument top. Je vais, si vous le voulez bien, vous rebrosser un tout petit peu le contexte de cette table ronde et pourquoi on s'est dit qu'on avait envie de faire quelque chose sur ce thème-là. Après quoi, je vous les présenterai et je leur céderai la parole un par un. On a en gros 2 heures pour cette session. On va essayer de faire une petite heure de présentation des uns et des autres sur le sujet du jour. Et ensuite, vous aurez la parole pour les questions. Alors, de grâce, moi, j'en ai plein, mais je suis sûre que vous en avez aussi. Rapidement, sur pourquoi on a voulu faire cette session. Je vais peut-être poser celui-là. Pourquoi on a voulu faire une session sur ce... Ça marche ? Ça marche pas. Bon, bah, alors, du coup, on les enlève et puis voilà. Pourquoi on a voulu faire une session sur ce sujet du less bad au more good ? Déjà, moi, par rapport au sujet qui m'occupe tous les jours, c'est-à-dire les stratégies de développement durable dans les entreprises, il y a un sujet qui me préoccupe et qui préoccupe peut-être certains d'entre vous aussi si vous travaillez sur les sujets RSE, développement durable. C'est que dans les entreprises, le sujet RSE, développement durable est devenu un peu... enthousiasme pas les foules, on va dire, pour le dire gentiment. Moins les foules qu'il y a 25 ans. Clairement, il y a eu des hauts et des bas, hein, franchement. Mais là, on est quand même sur la pente descendante. Quand vous rentrez dans une salle et que vous dites, évidemment pas au World Forum, bien sûr, mais en général, quand vous rentrez dans une salle pleine de, par exemple, marketeurs, responsables commerciaux, etc., et que vous leur dites, on va parler de développement durable, la réaction, c'est plutôt ça. Pourquoi ? D'abord parce que le développement durable est vu comme un sujet, une approche qui vise principalement à réduire les impacts négatifs de l'entreprise. Donc réduire les impacts négatifs, je vais y revenir, c'est pas hyper enthousiasmant. C'est vu comme le nouveau business as usual, autrement dit, oh bah ça y est, c'est bon, on gère. D'ailleurs, il y a un responsable développement durable qui s'en occupe chez nous, donc tout va bien. Sous-entendu, il n'y a plus besoin que d'autres s'en occupent, puisqu'il y a quelqu'un qui s'en occupe. C'est vu comme un sujet qui amène plein de nouveaux processus, de normes, de procédures un peu ardues, pas forcément enthousiasmantes non plus d'ailleurs, mais pas vraiment de nouvelles offres. Or, les nouvelles offres, c'est plutôt ce qui enthousiasme les gens dans les entreprises. C'est vu comme une approche qui consiste à manager des sujets sociaux, environnementaux, en marge du business, donc de manière complètement déconnectée du business. En gros, c'est le responsable achat ou ressources humaines gère les impacts sociaux, sociétaux, les risques de travail des enfants, de travail forcé dans la chaîne des fournisseurs. Le responsable santé-sécurité gère les questions de santé-sécurité. Le responsable environnement gère l'environnement. Et tout ça est complètement déconnecté des gens qui payent les salaires de ceux-là, qui sont ceux qui travaillent vraiment. Évidemment, je caricature, mais c'est un peu vu comme ça. Par les collègues néanmoins bienveillants des responsables de développement durable. Et donc, c'est vu aussi comme une approche aujourd'hui très limitée à la conformité réglementaire. Donc, d'ailleurs, la conformité à des réglementations, des lois, et aussi à des normes ISO, avec tous les numéros que vous voulez derrière. Donc, là aussi, des choses qui, à quelques exceptions près, enthousiasment pas les foules dans les entreprises. Et puis, c'est vu surtout comme un sujet qui n'est pas très attractif, au bout du compte, pour les consommateurs. Et donc, si ça ne parle pas aux consommateurs, c'est en tout cas ce que nous disent les responsables marketing souvent, bah, du coup, eux-mêmes s'en soucient pas en disant « Oui, bon, bah, c'est très sympa, mais moi, mes clients, ils s'intéressent plutôt à autre chose. » Donc ça, c'est le premier problème qu'on a avec l'approche actuelle. Et le deuxième problème qu'on a, c'est qu'au fond, ces approches-là suffisent pas à changer les choses. Je vais vous donner 2 chiffres pour illustrer ça. Je vais prendre un sujet qui est la consommation globale de ressources naturelles à la surface du globe. Quand vous écoutez les entreprises, elles vous disent « Non, mais c'est bien, parce qu'en fait, on a vachement travaillé dessus depuis, en gros, 25 ans, 20 ans. Premier sommet de la Terre à Rio en 92, donc 25 ans.
On a fait des progrès colossaux. C'est pour ça que, d'ailleurs, la plupart du temps, elles nous disent « Ne vous inquiétez pas, on gère, c'est géré, c'est bon ». Alors pourquoi? Parce qu'à l'unité, on a réduit de 30% l'efficacité avec laquelle on utilise les ressources naturelles. Enfin, on a amélioré de 30% l'efficacité avec laquelle on utilise les ressources naturelles. Ça veut dire qu'il faut 30%, un tiers de ressources naturelles en moins pour produire une unité de n'importe quoi. Et si vous pensez, pas télécommande, mais téléphone portable, par exemple, vous vous souvenez que les premiers téléphones portables faisaient plus de 500 grammes. Aujourd'hui, ils font moins de 100 grammes, donc ils sont en train de regrossir, cela dit. Mais enfin, littéralement, il y a 5 fois moins de ressources naturelles dans un téléphone portable aujourd'hui par rapport à ceux d'il y a 30 ans. Ça vous explique pourquoi les entreprises disent « Regardez, c'est bon, on gère, on a fait le boulot ». D'ailleurs, elles ont fait des économies au passage, que moins de ressources naturelles, ça coûte un peu moins d'argent. Donc tout va bien. Le problème, c'est que de l'autre côté, le verre, il est à moitié plein pour les entreprises et à moitié vide pour les ONG notamment, qui disent « Non mais attendez, ça ne va pas du tout ». Parce que pendant ces 30 années-là, en réalité, on a augmenté de 50% à la surface du globe notre consommation de ressources naturelles. Alors, mon exemple du téléphone portable aide parfaitement à comprendre pourquoi, parce que pendant que les entreprises faisaient des efforts pour réduire à l'unité les quantités de ressources naturelles qu'on prend pour ça, mais évidemment, l'explosion de la population mondiale, la croissance économique ont fait qu'il y a beaucoup plus de gens aujourd'hui qui ont ça qu'il y a 30 ans. D'accord ? Donc on a beau consommer moins à l'unité, au global, il faut plus de ressources naturelles pour produire des téléphones portables. Et ça vous explique pourquoi les entreprises vous disent non mais on fait plein de développement durable, on en fait partout, c'est dans notre ADN et que sais-je. Et pourquoi en face, les ONG disent ouais bon c'est très sympa mais ça ne résout pas le problème. Donc il va falloir faire plus. Pour faire plus, longtemps, on s'est dit, bon, en fait, cette histoire de développement durable, c'est de la prévention des risques, j'ai dit minimiser les impacts négatifs, un changement incrémental, on repère tous les impacts négatifs qu'on a et on essaie dans le temps de les ramener à zéro à peu près, d'accord ? Dans une approche qui est un peu réactive et défensive. Une ONG sort une campagne sur tel ingrédient controversé, hop, tout le monde travaille à l'enlever, à le réduire, à le supprimer, etc. Et puis, il y avait cette idée, au fond, qu'avaient les entreprises, que quand on serait à zéro, on pourrait s'occuper d'avoir des contributions positives. Le problème, c'est que déjà, le moment où on va passer la ligne de flottaison recule sans arrêt devant nous, parce qu'il y a toujours des nouvelles campagnes sur des ingrédients controversés qu'il faut enlever. On ne savait pas, maintenant on sait, alors du coup, il faut recommencer. Bon, bref. Donc ça, et aujourd'hui... et par ailleurs, l'autre point, c'est qu'avec l'approche visant à réduire les impacts négatifs, à nouveau, vous n'embarquez pas les équipes dans une entreprise. C'est assez compliqué. En gros, à part le directeur développement durable, alors que sur le fond, tout le monde est d'accord sur le fait qu'on préférerait travailler et acheter d'ailleurs à des entreprises engagées sur ces sujets-là. Donc ce qu'on dit de manière croissante aujourd'hui, c'est que ce n'est pas la peine d'attendre d'avoir passé la ligne de flottaison pour avoir des contributions positives. On peut s'en occuper en même temps. On peut en même temps essayer de réduire les impacts négatifs au fur et à mesure qu'on les découvre, et en parallèle, tout en travaillant à maximiser les contributions positives, peut-être sur d'autres sujets, ou sur les mêmes sujets d'ailleurs. L'avantage de ça, c'est que c'est beaucoup plus facile d'embarquer les gens en interne, en externe, sur cette histoire de maximisation des contributions positives, que par ailleurs, sur la réduction des impacts négatifs, vous êtes quand même obligé d'y aller petit à petit parce que c'est difficile. Sur la maximisation des contributions positives, vous pouvez viser des objectifs beaucoup plus radicaux. J'ai dit sur le LESBAD, on est quand même souvent en réaction à des campagnes d'ONG, des réglementations qui arrivent, etc. Sur le More Good, il n'y a rien qui oblige à faire du bien, en gros. Et donc, vous pouvez aller aussi loin que possible. Et souvent, c'est proactif. Donc, ça va dans le sens, par exemple, de la différenciation des marques, qui est un autre sujet sur lequel beaucoup de gens travaillent dans les entreprises. Donc, c'est un peu comme la psychologie positive, en fait, ce changement du développement durable. Vous savez, pendant 80 années, quasiment, les gens qui travaillaient en psychologie travaillaient que sur les problèmes. Donc les dépressions, pourquoi les gens sont déprimés, pourquoi ils sont psychopathes, etc. Bon bref. Et un jour, des psychologues, dont Martin Seligman, ont dit mais pourquoi en fait ça fait des décennies qu'on travaille sur ce qui ne va pas, mais l'absence de problème, c'est pas forcément un état positif. Pourquoi on ne travaillerait pas plutôt sur qu'est-ce qui fait le bonheur ? Et pourquoi on commencerait pas, si on commence à travailler là-dessus, on a peut-être plus de chances d'aider les gens à atteindre le bonheur. Toute proportion gardeuse, c'est un peu comme si dans un couple on disait on est heureux parce qu'on se tape moins sur la figure qu'avant. Se taper moins sur la figure, ça ne fait pas le bonheur du couple, c'est un peu la même chose. Évidemment, il va falloir continuer à faire du LESBAD, quand même. J'ai dit les deux en même temps.
Pourquoi? Parce que, par exemple, si vous prenez dans l'alimentation, de manière croissante avec le digital, etc., les pratiques des entreprises sont accessibles de manière quasi instantanée à tout le monde. Et si elles ne sont pas accessibles parce que l'entreprise elle-même explique ce qu'elle fait, y compris dans des pays lointains, chez ses fournisseurs, ses sous-traitants, etc., d'autres le feront. Aujourd'hui, vous avez SourceMap, par exemple, le projet du MIT, qui est un projet collaboratif où toute une série de gens dans le monde, qui ne sont pas des salariés et encore moins des communicants des entreprises en question, vous disent où sont fabriqués exactement et dans quelles conditions sont fabriqués les produits de grandes marques. D'accord? Si la marque ne donne pas les infos elle-même, les infos existeront quand même, données par d'autres. Du coup, sans que la marque ait sa voix puisse faire entendre sa voix sur le sujet, ce qui est un peu un problème. Vous regardez sur l'alimentation, un site comme Open Food Facts, par exemple, qui est aussi un site collaboratif, qui part des étiquettes sur lesquelles que les consommateurs recopient en ligne, sur lesquelles ils mettent de l'info. Finalement, pendant que les entreprises agroalimentaires trouvaient des excuses pour ne pas utiliser l'étiquetage nutritionnel du professeur Herberg, l'étiquetage nutritionnel était en ligne sur Open Food Facts, que ça plaise ou pas aux entreprises. Donc de toute façon, avec du coup les matières premières controversées qui se trouvaient dans tel et tel produit alimentaire. Donc ce truc-là, il va falloir continuer à le faire, évidemment, mais il va en même temps falloir passer à une approche un peu accélérée qui est de nature à résoudre les problèmes, qui est cette approche de maximisation des contributions positives. Et on voit aujourd'hui des entreprises, des marques, même des grandes, qui s'engagent là-dedans avec une ambition qu'on ne voyait pas avant. C'est ça le point, au fond, de cette table ronde aujourd'hui. Quand vous voyez Marks & Spencer qui s'est engagé dans le plan A, alors de toute façon, ils étaient au bord du dépôt de bilan, donc il n'y avait pas vraiment le choix. Mais qu'est-ce qu'a fait Marks & Spencer en 2010? Ils ont dit, OK, on se donne 10 ans jusqu'en 2020 pour que 100% des produits vendus dans nos magasins portent une garantie développement durable. D'accord? Donc du label MSC sur les poissons, du bio, de l'équitable, enfin plein de choses. Et on n'est plus sur une approche de type on va minimiser les impacts négatifs ou se dire ce sujet-là, c'est un autre sujet que le business. Si vous avez 100% des produits demain matin, bah, à l'évidence, c'est 100% du business et du business model en théorie qu'on essaie d'aligner sur les principes du développement durable. Idem chez Starbucks, quand ils disent, dans les boutiques en Europe, on va passer à 100% de café équitable. D'accord? La plupart des clients Starbucks achètent des boissons sans savoir que c'est du café équitable. On est vraiment dans une approche très différente d'une approche où on dirait, le café équitable, c'est un des cafés à la carte, si vous le demandez, il est un peu plus cher, etc. D'accord? Donc cette tendance-là, elle est vraiment en mouvement. Aujourd'hui, vous regardez, Philips s'est engagé dans un même... et je ne dis pas que ces groupes sont parfaits, je dis juste que la tendance, vous voyez bien qu'on est c'est un truc très très différent de je réduis un peu ma pollution, un peu mes déchets chaque année, et puis j'ai une gamme vaguement écolo ou sociale sur laquelle je fais beaucoup de RP mais qui ne vend rien. Là, on est vraiment sur comment on va transformer les entreprises. C'est ça, au fond, qu'on essaie de faire. Philips, même chose. 2007, ils se sont dit, en 2012, on aura 30% de notre chiffre d'affaires qui vient de produits verts. Objectif qui était atteint en fait début 2012. Puis aujourd'hui, ils continuent à suivre, le petit histogramme de gauche, l'évolution des ventes vertes dans leur chiffre d'affaires. Ils sont à 55% aujourd'hui. Et en parallèle, histogramme à droite, l'évolution de la valeur de la marque. Donc pour montrer que c'est bon pour la planète et c'est aussi bon pour le business de Philips. Et aujourd'hui, dans le dernier plan d'action développement durable lancé par Philips en juin dernier, ils disent en 2020, on aura 70% de notre chiffre d'affaires qui vient de notre contribution positive à 2 objectifs qui sont des Sustainable Development Goals des Nations Unies. D'accord? Donc on est bien, cette histoire de rapprocher la stratégie des entreprises aux objectifs de développement durable des Nations Unies, c'est bien l'idée de contribuer au bien commun. Ce truc-là, ça repose principalement sur 2 choses. Ça repose principalement sur la raison d'être que l'entreprise se donne, sa mission, hein, ce qu'on appelle le brand purpose en anglais, et le fait de traduire cette déclaration d'intention, qui sinon ne reste qu'une déclaration d'intention, dans l'offre. Donc comment est-ce que si j'affiche dans ma mission, ma raison d'être, une volonté de changer le monde, etc., ce truc se retrouve de manière très concrète, pas juste dans un produit, une petite gamme, mais dans 100% progressivement des produits que je vends. Et au fond, 3 entreprises sur 4 aujourd'hui sont B Corp, et ces 2 accents sur la raison d'être d'une part et la traduction dans l'innovation produit d'autre part, c'est vraiment une caractéristique de mon point de vue et de B Corp en général et du questionnaire d'ailleurs B Corp. Tout ça, ça arrive aussi à faire de la performance. Quand vous regardez comment Unilever aujourd'hui communique dans son dernier rapport développement durable, sur ce qu'ils appellent, ils ont un plan développement durable qui s'appelle Sustainable Living Plan, et ils disent en fait, du coup on a regardé des Sustainable Living Brands dans le groupe,
Et ces Sustainable Living Brands, c'est des marques qui ont travaillé leur purpose, donc leur raison d'être, c'est bien ce que je disais à l'instant, et leurs produits, c'est-à-dire comment je traduis ça dans les produits pour pas que ça reste du pipeau, du greenwashing, etc. Et ils disent quoi? Ils disent ces marques-là dans le groupe, elles ont une croissance supérieure en 2015, en l'occurrence qu'elles n'avaient en 2014. Elles représentent la moitié de la croissance du groupe et surtout, elles croissent 30% plus vite que le reste du business. Et aujourd'hui, vous avez dans le monde un certain nombre d'entreprises sur à peu près tous les secteurs qui sont en train de s'engager dans cette démarche. Je vous donne 2 exemples complémentaires avant de conclure, qui montrent que cette approche more good de contribution au bien commun, elle est en route. Vous regardez un groupe comme Volvo sur la voiture, a pris 2 engagements cette année. Le premier, c'est en 2020, plus aucune personne sera blessée grièvement ou tuée à cause d'une voiture Volvo. D'accord? Donc c'est un engagement de dingue qui est très cohérent avec l'engagement historique de Volvo sur la sécurité. Mais quand même, ça veut dire plus personne à l'intérieur de la voiture et plus personne, idéalement, à l'extérieur de la voiture aussi. D'accord? Et dans la foulée, en juin dernier, un engagement en juillet qui dit en 2019, 100% des voitures Volvo seront électriques ou hybrides. D'accord? Vous avez encore sur ce marché des acteurs qui se posent la question de est-ce que l'électrique c'est le bon choix parce que les batteries, etc. D'accord? Donc c'est intéressant de voir comment des acteurs prennent, ils prennent des risques en faisant ça aussi, mais ils prennent aussi un engagement très fort. Idem chez Patagonia, sur un autre marché, les vêtements pour faire des sports outdoor, où on est passé, et on voit bien du coup que cette démarche de contribution au bien commun, elle passe aussi par le fait de prendre des positions fortes sur des sujets importants sur le marché. Patagonia est passé de « je fais des vêtements de qualité, plus écologiques, plus résistants, garantis à vie, etc. » à, au moment de la Fashion Week en 2011, cette pub qui disait « n'achetez pas cette veste » en disant, au fond, le problème environnemental principal sur la fringue, c'est le fait que les gens changent de fringue tout le temps et qu'on n'a plus 4 modes dans l'année, mais 4 collections, mais quasiment une par mois, plus les promos, etc. Donc la fast fashion, l'obsolescence très, très accélérée des fringues. Dans la foulée, ils ont dit, bon ben, on va être cohérent avec nous-mêmes, on va passer un partenariat avec eBay pour qu'aux États-Unis, si vous voulez acheter un vêtement Patagonia sur le site, vous ayez le choix entre un vêtement neuf vendu par Patagonia et un vêtement d'occasion vendu par un client en particulier, un particulier en partenariat avec eBay. Puis ils se sont dit, on va aider les gens à réparer les fringues, parce que pour qu'elles durent, il faut dans l'idéal qu'ils les réparent eux-mêmes. Donc là, vous avez sur iFixit, par exemple, qui est un site participatif de réparation, une 50aine de fiches qui vous expliquent comment réparer les principaux problèmes que vous pouvez avoir avec un vêtement. Et aujourd'hui, une campagne hyper ambitieuse, sous-titrée « Repair is a Radical Act », d'accord ? Donc la réparation est quasiment un acte politique par lequel Patagonia lui-même propose la réparation maintenant dans ses boutiques avec des tournées, etc., pour réparer d'ailleurs leurs fringues et d'autres, et des kits de réparation. Et ce qui est assez amusant, c'est quand Patagonia a commencé cette campagne, tout le monde s'est dit, ils se tirent une balle dans le pied, parce qu'évidemment, ils vendent des fringues, ils disent aux gens de ne plus en acheter. Vous allez voir ce qui va se passer. Ce qui s'est passé, c'est que les ventes de Patagonia ont augmenté de 40% en 2 ans. C'est-à-dire que finalement, cette honnêteté, cette capacité à aborder vraiment les sujets qui fâchent sur ce marché, c'est aussi de la part de marché prise par l'honnêteté sur le fait de ne pas regarder les problèmes. Voilà, pour conclure rapidement, j'ai dit les 5 clés peut-être de cette démarche pour moi, et on va le voir avec les exemples. Une raison d'être ambitieuse qui intègre la volonté de contribuer au bien commun, la volonté de traduire ça dans les produits, ce que les anglo-saxons appellent le choice editing, comment je passe à 100% de produits responsables, une capacité à prendre des positions fortes publiques, y compris sur des sujets qui fâchent, l'engagement des consommateurs, comment j'engage les consommateurs avec moi, et on sait aujourd'hui que les générations Y, par exemple, veulent absolument être engagées avec les marques dont elles consomment les produits, et puis, une forte transparence et une capacité à rendre des comptes qu'on retrouvait historiquement dans les démarches de développement durable d'avant. Pour conclure, et avant de passer la parole à nos invités, 2 citations de Churchill, qui pour moi résument bien l'enjeu. Un optimiste est quelqu'un qui voit l'opportunité dans chaque difficulté, un pessimiste est quelqu'un qui voit la difficulté dans chaque opportunité. Souvenez-vous de l'histoire du verre à moitié plein, à moitié vide, c'est la même chose. Ils regardent la même chose, ils ont juste décidé de voir les choses d'une façon ou d'une autre. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, avec toutes les recherches des psychologues sur l'optimisme, on sait qu'en plus, c'est un choix d'être optimiste, et pas un gène ou un truc, les Italiens et les autres. Et la deuxième citation, qui est un peu plus cash, mais que j'aime bien aussi, et je pense que les exemples qu'on va voir l'illustrent parfaitement. Il vaut mieux prendre le changement par la main avant qu'il ne vous prenne par la gorge.
Autrement dit, je pense aussi que cette histoire de comment les entreprises vont contribuer au bien commun, c'est une façon de prendre ces sujets-là et au fond, d'anticiper une évolution inéluctable des entreprises et des modèles économiques. Alors, on va passer, je vais mettre tout de suite la slide avec les intervenants. Donc, on est ravis d'avoir Sonia Ziveri, qui est directrice du développement durable chez Davines, qui va commencer tout de suite. Puis, Henrik Holm, qui a créé une entreprise au Danemark qui fait du design et du mobilier, qui nous expliquera comment il aborde, donc sur des marchés très différents. Chris Van Hache est cofondateur et directeur général d'une boîte qui s'appelle African Drive. Donc, il nous expliquera aussi comment il a appliqué ça à un marché qui est le transport en commun dans un pays où il n'y en a pas beaucoup. Et Maria conclura, Maria qui me permet pour la première fois dans l'animation d'une table ronde de mettre des tampons sur la table. Et ça, c'est classe. Merci beaucoup. The light may go down a little bit now that we have a video, or not? Yeah, we can. Okay, thanks. I don't see it. Thank you, Elisabeth. And we want to start with a video. Merci Elisabeth. Eh bien, je souhaitais commencer par une vidéo. What is beauty? A concept? Qu'est-ce que la beauté? Abstraction? Est-ce un concept? An emotion? Est-ce une abstraction? Est-ce une émotion? Parfois, c'est juste un moment qui semble durer une éternité. C'est un coin secret en nous, caressé par le vent, par l'odeur de la mer, percé par un chant qui vient de loin. Peu importe comment cela nous arrive, c'est toujours le moment où nos cœurs battent à l'amble de l'univers et où nous découvrons que nous pouvons avoir un impact sur le monde en partageant notre affection pour cette terre que nous portons en nous depuis notre naissance. Nous n'avons pas besoin de barrières. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de respect et du respect des sages, car nous sommes les gardiens. Qu'est-ce que la beauté? La beauté, c'est notre responsabilité. Thank you. First question. Who knows Eh bien, Davines? merci. D'abord, première question, qui nous connaît? I hope you will have the chance Qui to connaît know Davines? us, Eh bien, écoutez, vous n'êtes better pas once très we've nombreux, finished. donc j'espère que vous serez un petit peu plus nombreux à nous connaître une fois que j'aurai terminé ma présentation. Donc, nous sommes une société de Founded in, cosmétiques 1983 by Bollati fondée family. par la famille Bollati en And, we 1983. are
Nous sommes présents dans 97 pays à travers le monde. Nous travaillons exclusivement avec le marché professionnel pour les soins cutanés, avec différentes marques, dont Dynes. Notre siège est à Parme, en Italie. C'est là que nous faisons la R&D et que nous développons des produits qui sont ensuite commercialisés partout dans le monde. Nous avons 6 filiales à New York, Londres, Paris, aux Pays-Bas, au Mexique, dans la ville de Mexico. Très récemment, nous avons ouvert des bureaux à Hong Kong. Nous considérons que notre croissance est quelque chose de très positif dans notre histoire, car au cours des dernières années, nous avons eu une croissance à 2 chiffres et nous avons atteint le chiffre d'affaires 213 millions d'euros grâce aux contributions de nos 511 salariés qui travaillent à travers le monde. Nous considérons que cette approche internationale, que l'excellence des produits fabriqués en Italie, que le soin que nous prenons tant des hommes et des femmes que de la planète, bref, toutes ces valeurs qui sont au cœur de notre ADN et qui nous permettent de nous développer, nous permettent d'assurer la longévité à long terme de notre entreprise. Nous voulons être la société la plus admirée dans le monde de la beauté. Pas forcément l'entreprise la plus grande, la plus forte. Et tout cela nous ramène à nos racines et au concept qui est les nôtres. Alors, design motivé par l'éthique, la durabilité et par une approche rigoureusement scientifique. Nous souhaitons inspirer et améliorer la vie des professionnels grâce à nos concepts, grâce à nos produits, grâce à nos services. Et nous espérons que tout cela leur permettra d'offrir une expérience tout à fait singulière à leurs clientes. Notre charte éthique, c'est un document que nous avons publié en 2005 et toutes nos filiales y ont contribué, ce qui veut dire que pendant plus de 3 jours, tous les salariés de Davines, où qu'ils travaillent dans le monde, ont planché avec un philosophe sur des sujets comme l'éthique, la philosophie, et les questions que nous nous sommes posées, c'est de ce qu'est le bon, et pas seulement le beau. Le beau et le bon vont souvent la main dans la main. Kaios kalas xosos, comme disaient les Grecs, le beau va main dans la main avec le bon. Notre charte éthique est un document qui a vraiment été une étape importante dans la vie de l'entreprise parce que cela nous a permis d'identifier quelles sont les valeurs clés que nous souhaitons mettre en œuvre dans notre travail au quotidien. Et ces valeurs sont des valeurs qui nous permettent de nous rêver, de nous projeter avec nos clients, avec nos fournisseurs, quelles que soient les relations que nous avons avec les parties prenantes qui gravitent autour de l'entreprise. À partir de cet enracinement qu'est notre charte éthique, nous avons défini notre manifeste de la beauté durable. Ce manifeste de la beauté durable est un document qui nous permet de développer nos valeurs autour de la beauté et de la durabilité. C'est ce qui va motiver toutes nos relations avec nos clients et qui va fonder chaque choix
que nous allons poser par rapport aux produits que nous allons développer et par rapport aux projets que nous allons, sur lesquels nous allons travailler. Ce manifeste de la beauté durable a ensuite généré des dizaines et des dizaines de projets au sein de l'entreprise, avec des travaux réalisés en équipe pour aboutir à des projets autour de la durabilité et de la beauté. Du coup, franchir le pas pour devenir une Bicorp était tout simplement naturel pour nous. Et ce que nous avons ressenti, c'est que nous étions tous tellement engagés pour exprimer la durabilité dans nos projets, parce que nous souhaitions tous exprimer notre passion par rapport à la durabilité, mais nous avions quelques lacunes en matière d'instruments de mesure. Et c'est ce que nous a permis la certification Bicorp. La certification Bicorp nous a permis de mesurer l'impact qui était le nôtre. Donc, c'était quelque chose qu'ensuite nous avons été en mesure de partager avec d'autres. Nous n'avons pas souhaité garder ces résultats de manière égoïste. Alors pourquoi sommes-nous devenus une Bicorp? Tout simplement parce que c'était l'évolution naturelle de ce qui est dans notre ADN. Au cours des dernières années, nous avons travaillé sur plusieurs projets sur la durabilité. Pendant 18 mois, nous avons travaillé pour obtenir la certification Bicorp. Nous avons mis sur pied une équipe composée de notre directeur, qui a d'ailleurs initié le projet. Et tout cela nous a permis d'entraîner toute l'entreprise partout dans le monde avec des discussions qui allaient dans les deux sens, du haut, de bottom-up et top-down. Ensuite, il a fallu bien entendu élaborer des pratiques, rédiger des politiques, et tout cela nous a permis d'obtenir la certification Bicorp avec le résultat exceptionnel de 99 points. Vous connaissez tous le système de notation du Bicorp. Nous avions établi un objectif et en fait nous sommes allés bien au-delà. Donc nous sommes une société productive et c'est le résultat qui a été obtenu par chacune de nos entités à travers le monde. Maintenant, toujours pour parler du résultat, une entreprise standard obtient un résultat de 50%. Donc vous imaginez ce qu'il faut faire pour faire la différence quand on est Bicorp. Afin de pouvoir être certifié, nous nous sommes recentrés sur plusieurs projets qui avaient motivé la certification Bicorp. Donc d'abord notre rapport durabilité. Nous avons publié le premier l'année dernière. Le premier avait été publié en 2015. Et c'était pour nous une prise d'engagement. Nous voulions être transparents et partager ce rapport avec toutes nos parties prenantes. L'évaluation du cycle de vie de nos produits, c'est évidemment une analyse que nous avons menée sur plus de 50% de nos produits. Et c'est une analyse qui reprend donc le cycle de vie des produits et qui l'associe aux 4 principes de la durabilité. Et nous avons donc été en mesure d'identifier toutes les actions que nous devons mettre en œuvre. Pour certaines, nous devons encore les mettre en œuvre, d'ailleurs, afin de pouvoir réduire notre impact. Parce que, bien entendu, là, on parle de matières premières. Et afin d'optimiser notre impact positif.
La réduction, la diminution de la génération de déchets, c'est encore un point clé. Alors, on a pratiquement doublé le pourcentage de déchets recyclés. Avant, nos déchets étaient incinérés, nous avons doublé le taux de recyclage grâce à ce concept que nous avons mis en place et qui est très important pour nous et qui a beaucoup à voir évidemment avec nos emballages. Davines a retravaillé l'emballage de ses produits et nous essayons de compenser notre impact soit par des opérations de reforestation, soit, et nous avons bien entendu l'objectif d'augmenter le pourcentage de compensation. Maintenant, toujours en parlant des emballages, la conception des emballages est absolument cruciale dès lors que l'on veut favoriser une économie circulaire. Et nous essayons de réduire les emballages autant que faire se peut. Et nous avons décidé d'opter pour des matières premières qui ont un impact moins important. Jusqu'il y a quelques années, nos emballages étaient plastiques, dont 30% proviennent de plastique recyclé et de bioplastique. C'est une évolution très importante chez nous parce que ça a demandé beaucoup de travail et beaucoup de recherche. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur l'économie circulaire, mais c'est difficile de mettre en œuvre l'économie circulaire dans un processus de production. Et j'espère qu'une réunion comme celle-ci nous permettra de voir comment nous pouvons finir par être totalement circulaires. Alors, la chaîne d'appro. Bien entendu, il fallait que nous impliquions nos fournisseurs dans notre campagne de conscientisation sur la durabilité environnementale, sur la responsabilité sociale et sociétale. Et du coup, nous les avons impliqués dans plusieurs projets, car nous souhaitons qu'ils prennent part à notre voyage. Quelques-uns ont même décidé de se faire certifier B Corp. D'autres sont en train de se mesurer et de s'évaluer. Et dans notre personnel, nous avons des gens qui sont bénévoles dans des ONG. Et bien, Davines, désormais, encourage ses salariés à se porter volontaires en les rémunérant pour 4 jours d'absence, dès lors que ces 4 jours sont mis au service d'une ONG. La possibilité d'avoir un impact positif de plus en plus grand sur les activités sociales et sur l'environnement est un projet qui ne se termine jamais. Et bien entendu, chaque année, nous nous remettons en question, nous fixons des objectifs spécifiques à atteindre dans les domaines qui sont plus stratégiques ou plus critiques. Nous nous sommes engagés de manière très transparente par rapport aux problématiques qui sont là énumérées à l'écran. Notre rapport sur la durabilité est disponible sur le site web de Comfort Zone et de Davines, et bien entendu, vous pouvez le télécharger. I Sustain Beauty, je soutiens la beauté. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, eh bien c'est un moment d'action pour tous les professionnels de la beauté. Nous les encourageons à nous proposer un projet ayant un impact positif sur la durabilité sociale, environnementale ou artistique. Alors, c'est la 3e année que nous avons ce programme en place. Comme vous le voyez, le nombre de projets a doublé entre la 1re et la 2e édition. Et aujourd'hui, nous sommes à la 3e édition qui va aboutir l'année prochaine. Plusieurs projets
ont retenu toute notre attention. Les projets les plus intéressants sont ceux qui bénéficient d'un soutien financier de Davines. Et il y en a un que je trouve particulièrement intéressant personnellement. C'est le projet qui s'appelle Lundi chez Racine. Alors, c'est un salon de beauté situé à New York. Et leur jour de fermeture, c'est-à-dire le lundi, ils assurent des traitements, enfin des soins de beauté pour des malades du cancer. Et il y a d'autres projets qui sont très, très intéressants et qui relèvent des défis particulièrement intéressants. Alors, chez Davines, nous avons le sentiment d'être une famille. Nous y étions très peu il y a quelques années, nous sommes plus de 500 aujourd'hui, nous avons conservé un véritable esprit de famille. Mais aujourd'hui, il est temps d'établir des standards, parce qu'on s'est tellement développé que on a besoin de se construire une maison, un village qui va durer au-delà de nous. Et ce village, eh bien, il va ouvrir au printemps prochain à Parme. Il a été conçu par un architecte très impliqué dans la bioconstruction, la durabilité, et qui va bien entendu tenir compte du style de vie des personnes qui travaillent chez Davines, qui va respecter la biodiversité, etc. Il y aura une serre au milieu de notre village avec également un restaurant et d'autres salles permettant aux gens de se rassembler, de travailler ensemble et de rester connectés. Ce qui est important dans le projet de notre entreprise, c'est d'aborder tous les sujets touchant à la durabilité. Et donc, on essaye vraiment d'être très alerte sur toutes les dimensions de la durabilité, énergie, bien-être, matières renouvelables, déchets, etc. Parce que tout ça, c'est important pour nous, pour notre bien-être. Dernière chose que je souhaitais partager avec vous, vous savez que nous sommes une petite entreprise en concurrence avec des grands géants partout dans le monde. Et humblement, nous avons le sentiment que nous sommes en mesure de faire la différence. Pourquoi? Parce que cette différence, comme le disait Gandhi, c'est que nous allons incarner le changement que nous souhaitons voir dans le monde. Donc je veux être le changement que je veux voir à travers le monde. Et j'espère que nous allons inspirer certains d'entre vous et que vous allez nous inspirer pour certains d'entre vous. Je vous remercie pour votre attention. Alors, merci Sonia. Sonia a parlé d'économie circulaire et on va maintenant donner la parole à Henrik Holm, qui est le cofondateur d'ailleurs d'une entreprise qui s'appelle Wellers, qui est une entreprise danoise qui fait dans un autre secteur le mobilier. I have no clue what you just said. I don't speak French. Je suis désolé, j'avais pas mon casque, j'ai pas entendu ce que vous venez de dire parce que je parle pas français. Enfin, pas encore, en tout cas. Donc, merci Sonia pour cette présentation, elle était assez cool. Alors nous, les B Corp, nous inspirent parce qu'elles font des affaires entre elles et je me demande si on ne va pas ouvrir un nouveau showroom. Moi, je fabrique du mobilier, voilà ma carte, et on peut peut-être s'appeler pour travailler ensemble. Vous m'appelez, c'est tout, je viendrai vous voir. Et si vous voulez, je vous montrerai les meubles qu'on produit si vous en avez besoin. En tout cas, merci Elisabeth, merci de m'avoir invité. Merci, chers collègues. Merci à tous et à toutes d'être ici, dans cette salle. Et si vous avez des questions, des commentaires, vous n'hésitez pas, vous m'interrompez. C'est quand même beaucoup plus sympa d'avoir un dialogue et puis de se dire que le public comprend ce que vous êtes en train de leur raconter quelque part. Donc, hier,
j'étais en train de quitter ma maison, qui est également le siège social de Wheeler Furniture. Nous sommes une entreprise très récente. Nous avons introduit notre marque sur le marché au mois de juin cette année. Donc on est 3 salariés, quelques intérimaires, mais on a une vraie ambition. Et notre ambition, c'est de montrer à nos collègues qui travaillent dans le mobilier qu'il y a des moyens plus intelligents de faire les choses. Et du coup, nous sommes 3, moi, ma femme et mon collègue le plus proche. Avant de me coucher hier, parce que j'ai quitté Copenhague à 4 heures du matin ce matin, et puis j'ai raté le train à Charles de Gaulle en arrivant, mais bon, bref, je suis là. Donc, hier soir, avant de se coucher, Maria me dit, ma femme, me dit, H&M travaille dans une espèce d'économie circulaire. L'économie circulaire, pour nous, c'est quelque chose de très important. Mais je voudrais vous montrer comment fonctionne l'économie circulaire pour nous. Alors, elle me parlait d'H&M qui récupère des vêtements usagés auprès de ses clients et les expose dans ses grands magasins, ce qui est bien. Mais hier, ils se sont pris un peu le retour de vague parce que il y a un journaliste qui s'est rendu compte que au Danemark, H&M brûle 25 tonnes de vêtements neufs jamais vendus. Donc, il y a des choses qu'ils font qui sont pas mal, hein, mais il y a aussi quand même pas mal de greenwashing dans ce que font des sociétés comme H&M. Donc, en 2017, au mois de juin, il y a quelques mois, Maria, mon épouse et moi-même avons lancé notre ligne de mobilier. Je travaille dans le mobilier depuis 98. Je n'ai jamais quitté ce secteur, en fait, de toute ma carrière. Et quand on parlait meubles dans notre famille, on s'est très vite rendu compte que le monde n'a vraiment pas besoin de nouveaux types de meubles. On a suffisamment de meubles comme ça sur la Terre et tous, vous pouvez trouver le meuble qui vous plaît. Donc, ça ne fait aucun sens que de s'amuser à inventer de nouveaux meubles et créer de nouveaux designs de meubles. Par contre, nous nous sommes dit qu'il était nécessaire de fabriquer les meubles de manière plus intelligente et de mieux les fabriquer. Et c'est donc le motto de notre entreprise. On ne va pas se battre sur est-ce qu'il faut qu'on utilise tel ou tel matériau, puisque ce qu'on fait, c'est qu'on s'inscrit dans une économie circulaire. Donc du coup, c'est plus facile pour nous d'adopter cette approche durable. Attendez, moi aussi, hein, j'ai mon score B Corp. Vous étiez à 99? Ouais, c'est bien. Mais nous, d'ici quelques mois, on aura une nouvelle notation et je suis bien persuadé qu'on se sera encore beaucoup amélioré. Donc oui, qui sommes-nous? Des fabricants de mobilier allemands et danois, pardon. Et vous savez que au Danemark, c'est une tradition, hein, le développement de mobilier. Ici, une chaise. La chaise que nous appelons la chaise alternative. Eh ouais, c'est une chaise de cuisine. Si vous avez des questions, hein, vous me posez vous m'interrompez. Notre fierté, c'est que nous avons fait ce dont tout le monde parle. C'est ce qu'a dit Elisabeth. Tout le monde en ce moment parle d'économie circulaire. Tout le monde est en train d'en parler, d'essayer de la mettre en œuvre. Eh bien, je vais vous montrer notre circularité, moi, tout à l'heure. Ici, une autre chaise de salon, New Best Friend,
qui est fabriqué à part de déchets. Et notre fournisseur, en fait, utilise une presse pour mettre les déchets en forme. Et l'armature en acier, là, c'est une teneur en acier recyclé extrêmement importante. Maintenant, quand je regarde les entreprises fabricant du mobilier, les designers qui osent dire que leur mobilier est durable, j'ai vu des tables fabriquées avec des capuchons, des capuches de canettes de Coca-Cola et qui revendiquaient d'être durables. Alors oui, c'est vrai, mais c'est pas fait pour être durable, c'est fait pour être design. Et nous avons un principe de durabilité hédoniste. Le principe, c'est de faire bien les choses et de payer le prix, même et d'arrêter de garnir le capitonnage des sièges avec des sièges en plastique, histoire de dire qu'on est durable. Regardez ici, c'est un lit qui s'appelle Obvious. Le textile est repris après l'utilisation et réutilisé. La mousse du matelas, c'est de la mousse qui vient de recyclage de plastique. Donc vous avez là un objet totalement nouveau, fabriqué à un très haut pourcentage de matières premières recyclées. Ici, vous avez sur cette diapo, qu'est-ce que je vous dis? Ah oui, que toutes les fournitures que nous choisissons sont recyclables. Donc, quand on choisit nos fournisseurs, eh bien, ils doivent s'inscrire dans ce cahier des charges. Et il faut que tous les meubles puissent être recyclés et réutilisés ou réparés après. Toujours pas de questions? Ok, bon. Toujours pas de questions. Dommage. Ici, un exemple. Table à café. Donc, de l'acier et des textiles recyclés pour le plateau. Donc là, c'est tout ce qu'on amène avec les textiles. On récupère les textiles, on les amène chez notre fournisseur et il les comprime et les compresse dans une presse spéciale et ça nous donne le plateau de notre table. Et c'est là que vous voyez que l'économie est circulaire. L'économie circulaire, eh bien, je vous la dessine ici. Quand on dessine un meuble, notre objectif, c'est qu'à la fin du cycle de vie du meuble, il nous revienne. Donc, il est important que le meuble puisse être démonté, que les matières premières puissent être réutilisées. Et il est important qu'à l'étape suivante, ici à droite, il est important qu'il y ait une entreprise qui produise localement. Regardez ici, il y a le sigle DK pour Danemark. Eh bien oui, parce qu'on travaille avec des entreprises qui travaillent localement. Et nous nous assurons que les matériaux qu'ils nous fournissent ou qu'ils produisent pour nous peuvent leur être renvoyés dès que le meuble arrive à la fin de son cycle de vie. Donc, oui, ça veut dire que quand on choisit des matériaux, eh bien, il nous faut choisir des matériaux d'une bonne qualité. Donc, nos clients deviennent nos fournisseurs au bout d'un moment et nous venons d'identifier des fournisseurs
pour différents composants qui vont travailler, notamment sur le bois, des fournisseurs qui vont travailler avec nous, qui sont capables de nous fournir et de reprendre le bois en fin de cycle de vie du meuble. Donc oui, c'est du travail sur la durabilité, mais toutes les parties prenantes comprennent la durabilité, comprennent la proposition de valeur, et nos clients nous invitent pour que nous leur racontions notre histoire, et nos fournisseurs nous invitent pour que nous racontions notre histoire. Il y a 2 mois, je parlais avec un client, c'est une chaîne de restaurants à Copenhague, hein, et eh bien, leur propriétaire est un fabricant de mobilier. Donc, ils sont un groupe. Et c'est un groupe qui est connu pour le mobilier. Et j'ai visité le restaurant. Et ils disaient qu'ils allaient monter un restaurant de sushi durable. Je leur ai dit, ah, tu veux ouvrir un restaurant? Ben, moi, j'ai un restaurant durable, j'ai du mobilier durable. Et il me dit, bah oui, mais tu sais, le groupe, l'actionnaire majoritaire, c'est un groupe qui fabrique du mobilier, donc t'oublies. Ouais, mais attends, je viens de passer 5 minutes. Viens passer 5 minutes avec moi sur le parking. Il me dit, ok. Je lui amène ma chaise, la chaise alternative, là. Il s'assied. Et je lui dis, hé, Henrik, où sont tes meubles? Regarde, moi, je t'en ai amené sur le parking. Viens vérifier. Viens l'essayer. Et ils ont regardé ma chaise, ils ont dit, waouh, mais elle est super cette chaise, elle est cool et elle est durable. Et moi, j'ouvre un restaurant durable. Tu vois, Henrik, on est fait pour s'entendre. Faisons affaire. Pour résumer, il a fini par nous acheter 150 chaises, alors que c'est notre concurrent direct, hein, mais simplement parce que l'élément moteur de notre proposition de valeur, c'est la durabilité. Donc oui, nous pouvons prouver que ce que nous faisons, qui s'articule autour de la durabilité, eh bien c'est bon. Et comme le disait Elisabeth, nous sommes aussi une B Corp. Lorsque j'essaie d'expliquer pourquoi nous sommes B Corp, je ne commence pas par essayer de dire que nous sommes une B Corp pour sauver le monde. Alors oui, on l'est. Mais moi, comme je vous le disais, hein, je fabrique du mobilier depuis 98. Et quand j'ai découvert les B Corp, en fait, j'étais encore en formation et j'ai suivi une formation de leadership et durabilité. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait une incompréhension entre moi et l'entreprise pour laquelle je travaillais dès lors qu'on parlait de durabilité. Il me disait, Henrik, il faut que tu ailles suivre un MBA, mais il faut qu'il soit durable. J'ai dit, ok, ben, je vais en chercher un. Et puis c'est là que j'ai découvert le MBA leadership et durabilité. Mais c'était pas ça qu'il entendait. Mais bref, j'ai suivi la formation. Et pendant cette formation, c'est là que j'ai découvert les B Corp. Et les B Corp, eh bien, c'était une confluence de planètes hein, pour moi quand j'ai découvert cela. Et moi, j'avais toujours eu le souhait de monter ma propre marque. Mais quand vous travaillez dans l'industrie du meuble, un secteur qui est vraiment ce qu'on appelle océan rouge, vous savez, concept océan rouge, océan bleu, bah là on est vraiment dans l'océan rouge. Et c'est très compliqué. Mais quand j'ai découvert ce qu'étaient les B Corp, là ça a fait Fiat Lux dans ma tête. Ce sont des entreprises qui ne se recentrent pas sur un produit, mais sur tout l'environnement de l'entreprise de manière holistique. Et ça permet la performance. Et ça permet les bénéfices. Parce qu'au début, j'avais un truc qui était en conflit dans ma tête. Je me disais, ok, si je veux changer le monde, si je veux faire le bien pour la planète, est-ce que j'ai le droit de faire des bénéfices, voire d'être un petit peu cupide? Eh bien, les B Corp, c'est très simple. On vous parle de bénéfices et on vous dit, si vous ne faites pas des profits, vous ne pouvez plus continuer votre entreprise et puis ça ne sert plus à rien. Et là, franchement, ça m'a parlé. C'était le bon moment pour moi.
Et puis les Bicorp font des évaluations, ils ont des matrices de notation et ils ont l'aspect du tous ensemble, n'est-ce pas Sonia? C'est-à-dire qu'on travaille ensemble, on s'achète les choses les unes aux autres. Pouvez vous en rappeler quand vous aurez des chaises à appeler. Donc, et puis dans le processus pour devenir une Bicorp, il y a plein d'informations, plein d'aides, de soutien aux entreprises. Et ça permet de monter une entreprise qui va faire des bénéfices et qui va être durable. Donc pourquoi la durabilité? Alors, comme je vous le disais, j'ai étudié la durabilité par erreur. Mais c'est comme pour le mobilier en 98, quand j'ai commencé, je connais rien au meuble. Mais je me suis rendu compte que la durabilité, c'est pas juste quelque chose que nous aimons faire, c'est quelque chose que nous devons absolument faire, sur lequel nous devons travailler. Et pour moi, qui ai investi mon temps, mes économies dans cette entreprise, j'ai envie de dire que la durabilité va me permettre d'être compétitif et de me différencier dans un marché qui est déjà un océan rouge. Comme je vous le disais, il y a déjà plein de fabricants de meubles et ça fait 10 millions d'années que nous sommes présents sur cette terre et nous n'avons pas besoin de nouveaux meubles. En revanche, nous avons besoin de trouver des moyens de fabriquer des meubles différemment. Et je pense qu'il n'est jamais mauvais pour une marque d'être le meilleur dans un domaine ou dans un autre. Parce que vous pouvez montrer comment vous faites les choses. Donc voilà notre score. Sonia, 87, vous êtes à 99. Pas mal, hein? Pas mal. Allez. Mais on va monter. Donc, maintenant, sur ce qui est de l'activité professionnelle, j'ai rencontré un type qui analyse les entreprises et Elisabeth en a parlé aussi, hein, et qui essaye d'évaluer les entreprises et de voir où elles en sont dans leur transition. Première chose, est-ce que le client est prêt à payer? Deuxièmement, est-ce qu'il y a moyen pour moi et pour les Danois de se réinventer avec mon projet? Ensuite, les 5 piliers de la réussite. Et selon vous, quel est le facteur de succès le plus important là de ce que j'ai inscrit à l'écran? Eh ben oui, c'est le temps. De par mon expérience, c'est la chose la plus importante. La raison pour laquelle nous sommes ici, pour laquelle nous avons ces grands mouvements, pour laquelle nous parlons d'économie solidaire, c'est parce que nous voulons faire le bien. Donc, le timing, c'est important. Ensuite, vous avez les équipes, l'exécution. Et ici, une diapo rapidement sur le timing. Le timing, c'est est-ce que je suis au bon moment sur le marché? Est-ce que les clients, est-ce que c'est ce que veulent les clients maintenant? Et oui, aujourd'hui, 73% des clients veulent des marques qui soient respectueuses. Donc tout ce qui nous reste à faire, c'est de les faire changer de marque. Donc je pense que Wheeler va trouver sa place. Et voilà, c'est ma dernière diapo. Maintenant, pour positionner la durabilité et les points faibles, eh bien, pour nous, c'est de nous trouver en concurrence avec le secteur, nos concurrents dans le secteur qui parlent de design et de qualité, et de nous faire connaître des clients. Parce que, évidemment, tout le monde dans notre secteur va vous parler de design et de qualité. Nous, on vient de rajouter un autre critère qui est celui de la durabilité. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie pour votre attention. Sans transition, on va changer de zone géographique et donner la parole à Chris pour African Drive, qui, comme son nom l'indique, opère ailleurs. Thank you very much. Merci. Donc, nous allons changer de continent, de couleur aussi, de culture également.
Et on attend que les diapositives s'affichent. Et African Thrive a été créé en 2013, une société holding pour permettre à nos filiales en Afrique de développer de nouvelles opportunités et de créer, de faire des affaires en Afrique. Nous avons une filiale pour l'instant et nous avons des subsidiaires au Bénin, comme vous le voyez ici. Nous sommes véritablement intégrés à la culture locale. Nous utilisons nous-mêmes la peinture, tout simplement, sur les murs pour faire de la publicité et pour nous mettre, disons, pour nous dans la bonne tonalité. Voilà ce que je vais vous montrer. Un monde plus heureux et un avenir plus souriant. Est-ce que ça n'est pas ce qu'on veut, chacun et chacune? Donc avant de passer à la réalité, je voudrais vous parler de la raison pour laquelle nous le faisons, pourquoi nous avons choisi le Bénin. Alors, je commençais avec la deuxième question. Pourquoi le Bénin? Eh bien, ceci est lié à ma famille, parce qu'un cousin à moi et sa fiancée travaillaient dans un hôpital local au Bénin. Et lors de leur voyage, lorsqu'ils rentraient chez eux, ils ont malheureusement... leur avion s'est écrasé et tous les passagers de l'avion ainsi que 2 personnes qu'ils connaissaient sont mortes. Donc, il y a maintenant une trentaine d'années de ceci. Donc, les 2 familles qui sont restées ont néanmoins décidé de rester et d'aider. Et leur rêve, c'était d'aider les gens, de les aider pour décoller. La fondation existe encore à l'heure actuelle. Ils sont très actifs dans le domaine médical, éducatif, agricole. Et il y a aussi un orphelinat au centre du Bénin qui est subventionné par eux. On m'a demandé d'être le président de cette fondation il y a quelque temps de ceci. Je l'ai fait environ pendant 6 ans. Et en ce faisant, j'ai découvert beaucoup de choses. Tout d'abord, grâce aux donations et grâce aux œuvres caritatives, on peut véritablement faire des choses tout à fait positives dans certains endroits, mais dans d'autres, on a besoin d'un autre modus operandi. On a besoin d'investissement pour que l'on puisse planifier et puis avancer le système social en Afrique, faire avancer ce système. Alors pourquoi faisons-nous cela? Eh bien, c'est au lieu d'aider les gens, on veut favoriser le progrès au sens le plus large du terme. Et lorsque j'y étais un soir avec un ami, des amis belges autour d'un repas, on s'est demandé comment on pourrait faire les choses différemment pour essayer d'aider la population à, disons, se détacher de la pauvreté. Bien sûr, le problème, c'est qu'il faut qu'ils découvrent par eux-mêmes comment faire les choses.
et comment obtenir des résultats concrets. Donc, on s'est assis autour d'une table, on a dit, bon, d'accord, au lieu de penser en termes de non-lucrativité, de lucrativité plutôt, essayons de créer une organisation dont le but est le profit. On financera une start-up, et puis au fur et à mesure que les choses avanceront, la roue devra tourner, et il faudra que le système s'équilibre et que les finances deviennent durables. Et donc, domaine de l'éducation, de la médecine, de l'agricole, c'est là qu'on avait travaillé initialement. Donc, on travaillait sur l'un des éléments qui permettait de faire avancer l'économie, en particulier le transport. Le transport en Afrique, comme vous l'avez vu dans de nombreux films et d'autres communications visuelles, le transport en Afrique, ça n'est pas très bien développé. Ceci a trait à la structure des routes, mais c'est aussi le fait que les gens n'investissent pas. Le gouvernement n'investisse pas, les investisseurs privés n'existent pas. Donc on dit, ben voilà, une occasion de créer une société pour permettre aux gens de devenir eux-mêmes des entrepreneurs, pour favoriser le progrès social et puis permettre de faire tourner l'économie. Donc, on a réuni un capital tout d'abord avec 3 fondateurs, moi et 2 collègues, et puis on a impliqué 30 autres universités, 30 autres entités des universités, et puis on a pu mobiliser des fonds pour construire une infrastructure et puis commencer à notre activité. L'infrastructure, c'est un petit peu ce que vous voyez ici. On a décidé de ne pas apporter des bus d'occasion. On s'est dit qu'il fallait que ce soit des bus tout neufs pour qu'ils aient le confort, quelque chose qui tourne bien, qui n'ait pas de problème mécanique pour qu'ils puissent développer leur activité au lieu d'entretenir finalement une vieille flotte. Donc on a commencé par 6, après on est passé à 12 et maintenant on a 27 bus qui tournent. Et l'année prochaine, on va encore doubler cette capacité en termes de sièges qui sont disponibles. Et à l'heure actuelle, on transporte environ 700 personnes dans le pays tout entier. Ils payent leurs billets comme s'ils payaient pour le taxi brousse. Ça, c'est une institution très ancienne. En général, ce sont des vieilles Peugeot 505 où on a une douzaine de personnes avec leurs bagages et parfois aussi des animaux. Et ça, c'est la réalité. Alors, on s'est dit, d'abord, donnons-leur le confort pour que chaque passager ait son siège. On n'a pas besoin de s'asseoir sur les genoux de quelqu'un d'autre. Et puis, on partira à l'heure. Ça, c'est une autre manière de faire les choses. On arrivera à l'heure. Ça veut dire que on peut organiser sa journée et être un vrai entrepreneur si on le souhaite. Et on le fait en toute sécurité grâce à ces nouveaux bus. Donc, on construit une infrastructure qui puisse avoir un impact pour que les gens puissent faire l'expérience du fait qu'on peut faire les choses différemment, pas uniquement pour le même prix, mais aussi tout en retirant un profit. Et 75% de nos bénéfices sont dépensés sur les projets sociaux toutes les années. Au lieu de le faire avec, à la suite de donations provenant de l'Europe ou de l'Amérique, on le fait simplement avec le prix des billets que les gens payent localement. Et donc, ce sont les Africains eux-mêmes, les Béninois, qui financent ce projet. Et ça, c'est un changement épocal. Parce qu'on investit au lieu de dépendre d'œuvres caritatives. On ne crée pas uniquement des bénéfices pour nos employés, mais notre vision, c'est que nous devons ouvrir notre écosystème. On va de point A à B, les gens doivent aller jusqu'à leur destination. Nous avons des accords avec les taxis motos. Ils travaillent avec nous. Ils portent nos t-shirts. C'est eux qui, en fait, nous payons leur transport de chez eux jusqu'à l'arrêt de bus. Donc, nous créons de cette façon une activité non seulement dans le domaine du transport, mais aussi à tous les arrêts de bus. On donne il y a de la nourriture, il y a des boissons.
Les femmes qui préparent les choses chez elles peuvent l'apporter à l'arrêt de bus, et de cette façon, il n'est pas nécessaire d'avoir un financement de ceci. Les gens le font eux-mêmes et ils vendent ceci. Alors, on a une activité locale qui sont basées sur la discipline. Nous avons 180 personnes qui travaillent chez nous. Avant, ces gens n'avaient pas de travail, ils étaient chômage. Maintenant, on leur donne des contrats à long terme, à durée indéterminée, véritablement à long terme. Et nous demandons une certaine discipline. À 8 heures, il faut être présent. C'est 8 heures. C'est pas 9h30, comme c'était ce qu'ils faisaient. Ou bien, ils ne faisaient pas cela parce qu'ils avaient d'autres problèmes à la maison. Si on demande à nos passagers de payer pour un billet et pour un service, donc, il faut qu'on réponde à leurs besoins. Leurs besoins, ça veut dire qu'il faut être organisé pour leur permettre eux-mêmes d'organiser leurs activités. Nous construisons sur la confiance. On n'est pas là derrière leur dos à regarder ce qu'ils font à tout instant. Ces personnes sont intelligentes. Elles sont très intelligentes même. Il faut simplement les aider à dépasser certains obstacles. Mais dès que ceci est fait, elles voient que bon, ça peut marcher. Elles atteignent leur destination. Donc la confiance est importante. Et pour créer cet environnement de confiance, il faut néanmoins qu'il y ait des mécanismes de contrôle. Il est évident qu'il y a une vérification qui est faite. Nous avons donc des mécanismes de contrôle ouverts. Ils savent ce qu'on vérifie, comment on le fait. Nous avons tout ce qui est fait et documenté sur ordinateur. Tout le monde a un ordinateur. Et ceci va sur un serveur. Et moi, je peux voir tout de suite sur mon smartphone. Je vois exactement combien on a eu de passagers aujourd'hui. Je vois combien de carburant on a utilisé. Quel type de maintenance a été fait sur le bus. En plus de ça, on a des visites du reste de l'Europe qui viennent voir si tout est documenté correctement et si ceci est vrai. Il y a une sorte de contrôle sur place qui est fait sur site. Nous avons appris, et je crois que c'est très important, qu'il faut faciliter, qu'il faut être des intermédiaires, les aider à faire les choses. On a déjà une centaine de personnes dont l'âge moyen est de 26 ans. Donc, ce sont des jeunes, tout jeunes. Et on l'a fait parce que on ne voulait pas qu'ils aient déjà des antécédents qui nous empêchent véritablement d'aller de l'avant. Nous les formons et ces jeunes vont tous dans la même direction. Notre directeur général est un indépendant. Il n'est pas employé par la société. Il travaille, il a une obligation de résultat. Il gagne bien sa vie. Il gagne plus que le directeur d'un hôpital, qu'une personne qui travaille dans l'administration béninoise, parce qu'il a pris un risque et il a pris toutes les actions nécessaires pour obtenir un résultat, pour être donc responsable et être motivé pour aller de l'avant. On investit aussi dans le personnel, l'infrastructure. C'est quelque chose qu'on fait tout à fait normalement pour l'infrastructure, parce que c'est évident, sinon on ne peut pas fonctionner. Mais l'investissement dans le personnel, ça n'est pas facile. On est 129, et donc il faut contrôler la carrière de ces personnes. Il faut leur montrer comment ils peuvent évoluer. On a une évaluation tous les semestres, et en raison de cette évaluation, on sait comment, dans quelle action aller pour chaque individu, et ceci aide chacun et chacune à être motivé. Tout ceci doit être fait pour répondre à la satisfaction de la clientèle. Les gens doivent nous faire confiance, et nous allons donc de bouche à oreille, ça fonctionne bien, et nous avons 80% d'occupation de nos bus, ce qui est très élevé. Ceci, c'est quotidiennement. Ça veut dire que la plupart de nos bus sont pleins, mais on ne prend pas plus d'un passager que le règlement ne l'autorise. Si le bus ne peut en prendre que 24, eh bien on n'en prend que 24. C'est une question de sécurité. C'est important que la sécurité soit respectée. Les clients sont contents.
Et ce sont eux qui nous font la meilleure publicité. Ils vont d'un village à un autre et tout le monde veut voyager avec Baobab Express ou bien venir travailler même à Baobab Express. Le problème qu'on a à l'heure actuelle, c'est en raison de cette réussite que tout le monde peut voir, tout le monde veut travailler pour nous. Le niveau est tellement élevé qu'on a besoin d'un baccalauréat plus 3 ans. Donc, le micro ne fonctionne plus. Ah si. À l'exception des mécaniciens et des chauffeurs, on demande le baccalauréat plus 2 ans d'université. Et ensuite, ils disent, bon, bah, d'accord, on veut faire un stage ici. Qu'est-ce qu'on va gagner pendant ce stage? On me dit, bah, très bien, venez. Mais vous ne serez pas payé. Vous aurez une occasion de prouver que vous êtes utile à notre affaire. Et ensuite, vous verrez qu'ensemble, on pourra aller de l'avant. En ce faisant, donc, 50% des personnes qui viennent faire un stage chez nous partent parce qu'ils ne seront pas payés, mais il y a néanmoins les 50% restants ont la motivation et le temps pour prouver qu'ils sont bons, qu'ils souhaitent travailler. Sur ces 50%, nous, on prend les meilleurs et l'affaire continue. Donc, ça fait 5 ans qu'on est en activité. Vous savez, on est présent au niveau national. On a commencé dans le nord du Bénin parce que telles étaient les destinations où il y avait le moins de transport. Donc, on a commencé dans le nord pour montrer aux gens que tout est possible. Et puis, petit à petit, on couvre tout le pays du Bénin, tout le Bénin dans sa totalité. Vous voyez donc les gens ici, l'âge moyen est de 26 ans. Ils sont fiers, très fiers de travailler pour Baobab Express. Ils sont heureux d'avoir une vie normale pour leur famille. 122 personnes, ça veut dire qu'il y a autant de bouches que l'on nourrit. L'argent est disponible. Les enfants peuvent aller à l'école, à l'hôpital. Et ils font tous ceci en gagnant leur propre pain. Ils sont très fiers, ces jeunes, de ce qu'ils font, de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils feront. Bien sûr, nous avons investi, on a pris un risque, mais il est évident qu'ils doivent aussi montrer qu'ils peuvent réussir. Nous le faisons en ayant une vision qui est bien la nôtre, mais ce n'est pas nous qui le faisons, c'est eux qui le réalisent. À droite, vous voyez notre directeur général, et tout le monde, tous les hommes s'appellent Monsieur Baobab, et toutes les femmes, 30%, s'appellent Madame Baobab. Ils s'identifient donc totalement à la société. Tout le monde, chacun d'entre eux et chacune a une journée de congé, et lorsqu'ils ont ce qu'ils appellent le repos, eh bien, en fait, ils viennent quand même, parce qu'ils veulent être présents pour le cas où on ait besoin d'eux ou d'elles. Ils veulent s'assurer que l'affaire tourne bien. Donc, c'est vraiment comme une famille. Alors, quels sont les facteurs qui nous ont permis de créer une telle réussite? Comment est-ce qu'on a fait ceci? Eh bien, nos actionnaires, un groupe d'une trentaine de personnes, qui ont osé faire une différence et s'intéresser aux autres. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le résultat de l'investissement. Pour être actif dans une société qui doit aller de l'avant. On a un conseil très actif, on a des talents aussi, des compétences à tous les niveaux. Le concept aussi de coaching est important. Il y a 5 personnes environ qui ont pris leur retraite il y a très peu de temps et qui viennent 2 ou 3 fois par an, qui prennent du temps pendant une semaine ou 2, qui viennent chez nous au Bénin pour former les gens, pour écouter les gens, pour analyser les problèmes éventuels, débattre et pour ouvrir une discussion sur la manière dont ensemble, on peut changer les choses au quotidien. Donc, cette phase est très importante pour la raison toute simple, c'est que la différence d'âge crée un certain respect pour eux. C'est important de voir qu'il y a des gens avec des cheveux grisonnants qui soient là.
qui est des gens qui aient d'autres connaissances. Et nous partageons ces connaissances en ayant des résultats à la clé. Stimuler et susciter la confiance. Les Africains sont extrêmement créatifs. Parfois créatifs parce que ça les amuse, mais ils trouvent toujours une solution à un problème, pas toujours la plus efficace, pratique ou au niveau financier, mais ils trouvent toujours une solution. Donc il faut stimuler cette capacité et cette créativité. Alors, ils sont différents, c'est vrai. Il ne faut pas imposer ce que l'on sait et notre manière de faire les choses. Ils sont différents, mais ils ont une opportunité immense qui leur est offerte sur le dernier continent qui recèle des potentialités immenses. Donc, nous pensons il ne faut pas donner des... On doit accepter 30% du temps, lorsque je suis là-bas. Moi, je répète des choses que j'ai déjà dit une dizaine de fois. Mais ces 10 fois sont nécessaires pour eux, pour internaliser ce qui a été dit. Ils comprennent. Et après, voilà, ils ont fait leur propre miel et ils repartent. Alors, au lieu d'avoir des donations, on pense que lorsqu'ils sont eux-mêmes aux rênes de l'activité, lorsqu'ils voient qu'ils font la différence, ils peuvent créer la prospérité locale, la roue tourne et ils sont responsables de leur propre avenir au lieu de dépendre de ce que nous faisons. Et bien sûr, l'influence se propage de pair à pair. Alors, voyez l'impact du coaching, de cette... qu'ils internalisent, parce que c'est grâce à eux que l'on construit cette réussite au quotidien. Et lorsque ça marche, eh bien, il faut fêter. Il faut fêter. Il faut danser, manger, boire avec eux, parce que c'est leur réussite. Et nous devons la respecter et avoir une partie, une soirée. C'est pas uniquement... On doit dépenser l'argent et les voir qu'ils sont heureux et être heureux avec eux. Notre message, c'est... Bouger et gagner ensemble, c'est bon. Bouger et gagner, c'est bien. Après 4 ans, on peut dire, ça bouge. Et ils vont gagner. Thank you so much. Nice to be here. Merci beaucoup. Je voulais juste vous poser savoir si vous vous souveniez de ce que vous vouliez être quand vous étiez enfant. Est-ce que vous vous souvenez ce que vous vouliez être? Moi, je me souviens que je voulais faire de la gymnastique olympique. Et ma grand-mère m'a dit qu'il faudrait que j'arrête de grandir. Et bon, à l'âge de 6-7 ans, ça ne risquait pas d'arriver. Et puis après ça, j'avais eu un rêve plus bizarre. Je voulais être bibliothécaire. Et je pense que c'était inspiré par un livre que ma mère me lisait et que je lis à ma fille aujourd'hui. Et ce livre s'appelle... c'est sur une petite fille qui s'appelle Alice. Et Alice regarde son grand-père et elle lui dit, moi aussi, quand je serai grande, je veux voyager dans des endroits lointains. Et moi aussi, je veux vivre près de la mer. Et son grand-père lui dit, c'est super, très bien, petite Alice, mais il y a une autre chose que tu dois faire. Et elle dit, ah ouais, qu'est-ce que c'est? Et le grand-père dit, tu dois faire quelque chose pour que le monde soit plus beau. Et donc le livre continue et parle de la façon dont Alice accomplit ces 3 choses. Et finalement, à un moment, tant que elle dit, l'impact que ce livre a fait sur moi, sur ma vie, finalement, c'est que il y a eu cet impact sur ma vie, mais également, d'autant que je me souvienne, j'ai toujours senti que j'ai cet objectif de rendre un changement positif dans le monde. Et aujourd'hui, j'ai des histoires personnelles à partager avec vous
pour voir comment ces objectifs m'ont amené dans ces endroits un peu bizarres. Et quand j'étais petite, je voyais ça, je voyais le business du point de vue du profit, mais pas comme je le vois aujourd'hui. Bon, on en reparlera dans une minute, mais bon, après mon master en développement international, j'ai commencé à travailler pour Médecins sans frontières. Et bon, en fait, c'est une ONG avec une mission très claire de sauver des vies et soulager la souffrance. Et moi, je me suis dit que j'avais trouvé mon objectif. Donc, j'ai organisé ma carrière. Je savais exactement ce que je voulais faire pour réussir ma carrière avec Médecins sans frontières. Et j'étais très, très intéressée. Quand j'ai eu ma première mission sur le terrain, je me souviens, je suis arrivée au milieu de nulle part, dans le Soudan du Sud, sur ce tout petit avion, et on a atterri sur ce terrain. Bon, c'était la piste d'atterrissage, d'atterrissage, et je suis sortie et je me suis dit, oh, j'ai eu ce sentiment d'être dépassée par tous ces gens qui sont venus me rencontrer, mais j'avais aussi besoin de faire pipi. Donc, dès qu'on m'a montré ma hutte, etc., j'ai posé mon sac. Ils m'ont montré le chemin jusqu'à la maison. J'ai ouvert la porte et j'ai vu qu'il y avait ces anciens toilettes au-dessus du hall, finalement. Et j'ai ouvert la cuvette. Et vous savez tous, quand vous faites du camping, qu'il y a cette odeur puante qui vous agresse, mais cette fois-ci, il y avait aussi des milliers de moustiques et de mouches qui sont sortis de la cuvette. Et bon, le Soudan du Sud où j'étais, c'est un désert, pas d'arbres, donc il n'y avait pas d'autre option de faire pipi là. Et bon, j'ai réussi, je suis sortie, j'ai fermé la porte et je me souviens m'être dit, waouh, mon Dieu, j'ai fait une grosse erreur. Et en fait, c'était l'erreur, c'était pas d'être là ou le manque de confort, etc. Mais moi, j'ai réalisé que j'étais le genre de personne qui fonctionne mieux dans un environnement plus stable, d'une manière générale, avec mes amis et ma famille. Et j'ai réalisé que, bon, je n'ai pas le système immunitaire le plus fort, donc j'étais tout le temps malade. J'ai eu 9 traitements différents d'antibiotiques, etc. Donc, j'ai dû accepter que c'était pas l'objectif de ma vie. Je ne ferais pas une carrière avec Médecins sans frontières. Donc, j'ai fini ma mission sur le terrain. Je suis rentrée à la maison et j'ai pris quelques mois. Et puis, j'ai récupéré de ce temps que j'ai passé sur le terrain, mais aussi de la séparation avec mon copain à l'époque, malheureusement. Et donc, j'avais presque 30 ans et j'avais pas vraiment d'objectif dans la vie, pas vraiment de direction de carrière et en plus, j'étais célibataire. Donc, qu'est-ce que vous allez faire quand vous êtes dans ce genre de situation? Pour moi, ce que j'ai fait, c'est la chose la plus évidente. Je suis devenue prof de yoga. Bon, je ne sais absolument pas si là d'où vous venez, c'est comme chez moi, mais à Amsterdam, il y a environ des centaines de profs de yoga qui ont leur diplôme toutes les semaines. Il y a des centres partout, dans toutes les rues. Mais moi, je pense que c'est pour certaines raisons. Et bon, qu'est-ce qu'on cherche finalement? Moi, personnellement, je cherchais une relation avec moi-même, un espace pour ma vie spirituelle que j'avais perdu dans cette exultation de la vie quotidienne. Et moi, sur mon matelas de yoga, j'ai trouvé ce temps pour l'introspection dont j'avais vraiment tellement besoin. Et l'enseignement du yoga, pour moi, c'était le temps où je pouvais traduire mes luttes personnelles en quelque chose qui signifiait quelque chose pour d'autres personnes. Je me suis rendu compte que c'est pas ma douleur, c'est pas mon chagrin, c'est pas mes luttes. Elles sont à vous également. On les partage. C'est juste les détails qui sont un peu confus
dans nos luttes personnelles. Donc, moi, j'ai bien réussi finalement avec ce yoga, cette activité de yoga. J'ai pu payer mon loyer et j'avais trouvé encore une fois un objectif de carrière. Mais aujourd'hui, je ne suis plus prof de yoga. Bon, de temps en temps, mais c'est tout. Parce que, bon, la vie... Bon, vous savez, c'est la vie et... J'avais presque 30 ans et dans mon pays, quand vous avez presque 30 ans, il faut aller faire un examen médical. Et au cours de mon examen médical, je me suis rendu compte que j'avais un cancer cervical. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps à l'hôpital. Mais aussi, j'ai cherché d'autres façons d'aider ma propre santé. J'ai rencontré un docteur qui m'a dit qu'il fallait utiliser des protections sanitaires en coton biologique pour lutter contre ce cancer du cervix. Est-ce que vous avez déjà remis en question quelle prothèse slip, tampon ou serviette vous utilisez? Bon, quelques-uns disent oui, mais pas beaucoup de réactions, ou bien vous ne voulez pas en parler, ou peut-être que vous n'y avez jamais pensé. Bon, aucun problème. Moi, j'y avais jamais pensé de quoi sont faits les produits que j'utilise. Mais j'avais utilisé ces produits pendant plus de 15 ans, près ou à l'intérieur de mon corps, de mon propre corps. Donc, j'étais un peu sceptique finalement, et curieuse également. Donc, j'ai commencé à faire des recherches, j'ai regardé les emballages, mais ça ne m'a pas aidé parce qu'ils ne listent pas tous les ingrédients sur les emballages. Donc, j'ai téléphoné les 4 entreprises principales qui dominent le marché et ils m'ont dit que mes produits ne sont pas faits 100% de coton, mais en général, c'est un mix de matériaux synthétiques. Ça peut être du plastique. Je voulais en savoir plus. Donc, en creusant plus, je me suis rendu compte que ces produits ont parfois du parfum ou des perles super absorbantes et que si le produit a du coton, mais que ce n'est pas bio, bon, bien sûr, c'est les cultures les plus répandues dans le monde, mais il y a aussi pas de réglementation européenne à suivre pour cette industrie en termes d'emballage ou d'ingrédients spécifiques qu'ils mettent dans ces produits d'hygiène intime, tellement intimes. Bon, il n'y a pas beaucoup de recherches, il n'y a pas de conclusion, mais moi, je ne saurais jamais, ou peut-être jamais, si moi, mon histoire aurait été différente si j'avais su ça avant. Mais ce que je sais pour sûr, c'est que ça, c'est une histoire qui vaut la peine d'être partagée pour que les gens soient conscients et pour qu'il y ait une vraie demande et pour qu'il y ait un changement qui dure dans l'industrie de l'hygiène féminine. On veut que les producteurs soient transparents dans les produits qu'ils utilisent pour les tampons, les serviettes et les protège-types. On veut que les femmes sachent exactement de quoi sont faits les produits qu'elles choisissent. Et on veut qu'il y ait des produits 100% coton organique qui soient disponibles partout pour que vous pouviez les acheter dans votre propre supermarché. Et c'est pourquoi, vous voyez ici, moi et mon ami, on a lancé notre propre entreprise et notre idée, c'est de faire non seulement des produits avec du coton organique, Yoni, mais pour qu'ils soient disponibles pour toutes les femmes et aussi, on veut en parler de ce sujet puisque personne ne le fait. Donc, l'une des les choses les plus marrantes qu'on fait sur Instagram, vous voyez ici notre mur et on a une communication très créative. C'est très important parce que le sujet est encore tabou. Donc, bon, c'était il y a 4 ans que avec Gwendoline, nous avons lancé l'entreprise et je suis très fière de dire qu'après 2 ans et demi de vente,
nous avons réalisé ce changement, ou la première étape de ce changement en tous les cas, aux Pays-Bas. Nous sommes basés. Donc aux Pays-Bas, vous pouvez aller dans tous les supermarchés, les pharmacies et trouver cette option de coton biologique. Et ça, c'est la première fois que ça se passe dans toute l'Europe. L'étape prochaine, c'est d'aller plus loin, parce que bien sûr, c'est un sujet auquel sont confrontées la plupart des femmes, quelle que soit leur race, leur culture ou leur statut social. Donc, aujourd'hui, j'espère que vous allez repartir de cette présentation avec 2 messages principaux. Le premier, c'est très simple. Rejoignez-nous dans notre mission pour protéger les vagins dans le monde entier. Partagez cette histoire avec les femmes, les collègues, votre famille, vos amis. Et la deuxième chose, c'est peut-être, en fait, je pense que c'est assez simple, mais un peu plus difficile dans la mise en place. Ce que je comprends, c'est que la vie, il ne s'agit pas de ce qui se passe à vous, mais comment on choisit de faire face aux défis finalement. Et moi, je pense que au moment où nous sommes face à un défi, on s'arrête il faut prendre en compte notre vie sociale, professionnelle et spirituelle. Et moi, ce dont j'avais besoin, d'intégrer les vies sociales et spirituelles avec la vie professionnelle, où nous sommes les plus puissants. Et si on fait ça, on n'aura plus de gens honnêtes qui sont dans des activités qui font du profit, mais on ira vers des gens qui utilisent le business pour faire le bien. Merci beaucoup. Merci Maria. Bon, c'est fou, hein? Le micro. Tout à l'heure, j'en avais plus. En même temps, c'est bien parce que faire la transition entre le transport au Bénin et les tampons aux Pays-Bas, je me demandais comment j'allais faire. Donc finalement, ne pas avoir de micro, c'était une bonne chose. On est Ypres à la bourre, comme vous l'avez vu. On a quelques minutes pour prendre des questions, des commentaires, tout ce que ces témoignages vous ont inspiré ou pas, ou parlez-nous d'autres choses sur le Less Bad, More Good. Bref, ce qui vous chante. Vous avez aussi, il y a d'autres bicorps dans la salle, je sais, qui ont peut-être envie de témoigner aussi. Mais sinon, toute question pour n'importe lequel de nos 4 intervenants. Et si vous ne vous décidez pas, comme on n'a pas beaucoup de temps, je vous préviens, je vais garder le micro. Je suis obligée d'essayer de voir si quelqu'un... Est-ce que quelqu'un se lève? Pas du tout. OK. Bon, alors dans ce cas, je garde le micro et je vais... I'm going to ask our speakers en anglais. Demandez à nos intervenants... Donc, les 4 d'entre vous, est-ce que votre engagement pour le bien, pas seulement pour être moins mauvais, et pour revenir à votre présentation, Maria, peut-être on va réussir à faire des choses moins mauvaises, mais quoi qu'il en soit, comment vous essayez de faire une différence pour votre marque sur votre marché? Vous avez bien sûr beaucoup de concurrents. Au Bénin sur le transport, and you obviously for furniture. Vous pour les meubles, bien sûr. Donc comment vous arrivez d'un point de vue du commerce et du business? Je ne sais pas si les micros fonctionnent. Est-ce que vous pouvez répondre rapidement? Donc pour nous, on a fait un choix très clair d'avoir une stratégie de vente au détail. Donc les gens nous demandent pourquoi on ne va pas en ligne. En fait, on se concentre vraiment sur les supermarchés parce que c'est là où vous achetez les tampons dans tous les cas. Oui, c'est là où vous pouvez vraiment faire face aux marques. Et si vous n'êtes pas là, et si vous n'avez pas cet espace dans les supermarchés, les gens ne seront pas vraiment intéressés. Donc c'était un choix très clair pour nous en termes de stratégie. Et comment est-ce que vous faites passer votre message finalement? C'est facile parce que vous avez des choses plus complexes et sophistiquées à dire. En fait, je
pense que on se concentre vraiment sur la transparence et on essaie de montrer l'exemple, on essaye de parler de nous-mêmes et de notre point de vue positif et de partager l'histoire que les femmes n'ont jamais remis en question en fait dans l'utilisation de ces produits. Donc, tout juste comme moi, elles n'ont jamais réfléchi à ça. Donc, déjà, partager l'histoire et leur donner le choix sur les étagères leur donne l'occasion de faire un choix et de demander d'avoir ce choix. Merci beaucoup. Davina, comment vous arrivez à vous servir de ça? Quels sont vos principaux concurrents? Comment vous faites une différence en utilisant tout? Notre concurrent principal, c'est les géants du cosmétique ici en France. Donc, je ne vais pas dire de nom, mais L'Oréal, non. Bon, en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est que bien sûr la qualité de nos produits. On fait des recherches, on a un laboratoire à Parme et c'est un point d'excellence pour nous. On est positionné assez haut sur le marché et la qualité finalement de ce que nous donnons à nos clients, aux gens qui utilisent nos produits, est fondamentale. La deuxième chose, c'est qu'au même niveau, la valeur que nous voulons transmettre au produit, parce que le produit, ce n'est pas un objet en soi-même, ça représente tous les gens qui travaillent pour avoir ces produits disponibles. Et en fait, c'est dans nos mains, c'est dans nos corps, et donc tout le soin qu'on met dans la fabrication, dans le concept aussi des produits, et puis la valeur qui sont à la base de notre entreprise sont vraiment très très importantes. Et il y a vraiment, c'est un levier très puissant pour l'amélioration de nos activités. Chris. Dans les quelques années où nous avons été là, nous avons été reconnus comme leaders. Et bon, bien sûr, on veut continuer à s'appuyer dessus, mais ce qui est le plus important encore, c'est que les clients et le pays, finalement, s'en servent sur le fait de faire les choses différemment leur permet d'aller de l'avant de manière profitable, rentable. Donc le levier pour nous, c'est beaucoup plus vaste qu'une entreprise commerciale. On veut permettre le développement en donnant de l'aide d'une manière différente, en créant des emplois, en créant des entrepreneurs, en créant des opportunités de développement de services qui permettent à la population d'aller de l'avant. C'est vraiment ce qu'on cherche à faire. Merci beaucoup. Henrik, bon, comme vous l'avez dit, vous avez beaucoup en Scandinavie, vous avez beaucoup de fabrication de meubles. Donc, vous avez un engagement vers la durabilité également, comme vous l'avez dit. Comment vous essayez de vous servir de votre engagement pour faire une différence par rapport aux concurrents? Bon, la différenciation, c'est le mot-clé parce qu'on utilise la durabilité et l'économie circulaire pour faire une différence. Et si vous vous souvenez de ma dernière diapo qui montrait les différents aspects, la différence, le point de différence entre la conception et la qualité, et puis nous, les obstacles qu'on se met pour être remarqués, ça contribue également à ça. Donc, une chose qu'on vient de lancer un projet pour récupérer le plastique de l'océan et le mettre dans les meubles et dans la circularité de l'économie. Donc, c'est également bon. C'est super de faire partie de la solution comme ça, de faire partie de la résolution d'un problème, c'est-à-dire le plastique dans l'océan, et puis aussi d'être en mesure de l'inclure dans notre pensée circulaire. C'est un signe clair de différenciation et de la façon dont nous utilisons ça. Ok, merci beaucoup. Une question.
Monsieur, je ne sais pas s'il y a un micro qui est censé venir jusqu'à vous, mais regardez, nous, on a des intervenants très cool, ils vous l'amènent. I have a comment. I'm Marcello Palazzi from B-Lab Global. I want to thank you for the story. Bon, je voulais vous remercier pour vos histoires fantastiques. La question, c'est, d'une certaine manière, ça fait des années que vous essayez de parler d'impact et bon, les changements positifs dans la société, donc d'une certaine manière, vous avez ce travail pour promouvoir un différent type d'activités de business. Eh bien, c'est l'objectif de la conférence, bien sûr, mais comment... Bon, est-ce que nous ne sommes pas près du moment où les gens vont dire pourquoi, mais pourquoi pas? Je pense que d'une certaine façon, il faudrait avoir un peu plus confiance en ce qu'on fait, parce que ça, c'est le futur que les gens veulent. On n'en aura peut-être pas 100%, mais c'est ce que veulent les gens dans tous les cas. Donc ma question, c'est, bon, tout d'abord, merci. Et aussi, c'est quel est votre sentiment? Où est-ce qu'on en est sur cette trajectoire jusqu'à arriver au point final? Bon, le point de différence vraiment entre le moins mauvais et le mieux, bon, c'est une grande question. Donc, bon, vraiment, on a ce point de non-retour et je ne pense pas qu'on y soit encore. Mais quand je pose une question comme ça, qui est tout à fait pertinente, bien sûr, je vois le verre à moitié vide finalement. Et je pense que si vous avez une situation où vous n'avez pas les ressources, et si nous voyons ça comme un tout dans le monde, on s'entretuerait finalement parce que il s'agit de survie finalement. Et je suis désolée de dire que je pense qu'on pourrait en arriver là. Et je pense que, bon, bien sûr, ça n'engage à rien, mais pour moi, c'est un voyage très complexe et je suis très heureux de voir autant de personnes ici, de voir la presse, la communication, etc. Mais il y a encore beaucoup de boulot à faire, si vous me demandez mon avis. Merci beaucoup, les filles. Bon, moi, dans ma petite bulle, bon, on y est déjà arrivé, mais d'une manière plus vaste, plus générale, avec les magasins avec qui on travaille dans l'industrie, on est loin du compte. Et je pense qu'il y a une différence entre ce que vous définissez en tant que faire du bien. Est-ce que c'est un petit peu d'actions ponctuelles ou c'est un changement fondamental dans les activités? Et pour nous, étant donné qu'on est au bout du processus de certification, c'est difficile. Vraiment, ça vous pousse dans vos retranchements dans tous les aspects du business. Et pour nous, en tant que petite entreprise, vraiment, on regarde, on voit ça que c'est en tant que façon de faire du business, bien sûr, mais c'est assez facile. Mais pour ces grandes entreprises qui ont construit, qui sont construites sur le profit, bon, je pense que c'est beaucoup plus difficile. Bon, pour être honnête avec vous, je pense qu'on est encore très loin de là où on devrait être, bien sûr, mais d'un autre côté, je pense que le modèle, le B Corp, c'est le seul modèle où on pense au futur en termes de business. Donc, entre lucratif et non lucratif. Donc, toute entreprise devrait d'une certaine manière compenser l'impact négatif de cette production avec un impact positif plus grand, tel que B Corp essaye de faire. Ok, Chris, le mot de la fin avant de finir cette session. Ok, bon, le problème finalement avec le continent africain, c'est que tout le monde regarde les risques et pas les opportunités. C'est pas seulement en Afrique, permettez-moi de vous dire. Mais donc, pour revenir à Winston Churchill, juste pour vous donner un exemple, je fais des recherches, un investissement de 2,5 millions d'euros pour l'année prochaine, et il n'y a pas seulement une banque qui veut nous écouter. Bon, on trouve les financements avec nos actionnaires et le crowdfunding comme ici. Les gens qui pensent qu'il faut partager, qui voient les opportunités, qui oublient les risques, à la condition que ce soit bien développé et que vous le suivez. Et si c'est le cas, alors je pense qu'il y a de grandes opportunités.
Merci beaucoup à nos 4 intervenants. On va vous libérer parce qu'il y a d'autres sessions derrière. Merci à vous. Merci aux 4 intervenants. Je vous rappelle, comme on a pas mal parlé de B Corp dans cette session, puisqu'on avait 3 intervenants sur 4 qui sont certifiés B Corp, plus Utopie, ça en fait aller un 5e. Qu'il y a également, je crois, dans cette salle, c'est dans cette salle, Climène, je ne sais pas, une session B Corp, spécifiquement B Corp, à 17h. Voilà. En attendant, vous pouvez vaquer à d'autres occupations. Merci beaucoup.